Allez, c'est parti pour notre séquence macroéconomie. Je suis avec Jonathan. Jonathan, bonjour. Bonjour Frédéric. Jonathan, on va parler élections américaines dans une semaine. D'ici quelques jours, le grand match va démarrer entre Trump et Biden. Alors, est-ce que ça va impacter les marchés? Puis avant cela, est-ce que vous arrivez à faire un pronostic sur le futur gagnant? Qui sera le futur président américain? Difficile à dire parce que le système aux États-Unis est complexe. Comme vous savez, on regarde chaque État et pas simplement les sondages nationaux. Très complexe. Sur le plan national, Biden a une avance considérable, mais sur certains États critiques, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus serré. Donc, ce n'est pas évident de dire à l'avance qui sera le grand vainqueur. Maintenant, les marchés ont plutôt tendance à privilégier Biden en termes de probabilité. Ouais. Il a une plus forte probabilité de passer que Trump, vu d'aujourd'hui. Ça peut encore changer d'ici la semaine prochaine. Pour les marchés, c'est quoi le meilleur call? C'est un démocrate ou un républicain? Là non plus, il n'y a pas de réponse très très claire. On a l'habitude de dire que les républicains sont plus pro-marché, pro-business, pro-marché, pro-finance que les démocrates. Mais je vous ai ramené un graphe qui démontre le contraire. Et c'est intéressant parce que sur les 3 ou 4 derniers présidents américains, vous montrez l'évolution des marchés. Tout à fait. Et ça, si on le voit déjà à l'écran, si c'est le cas, en fait, effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu 4 présidents, 2 démocrates, 2 républicains. Clinton, progression des marchés, 210%. Bush, moins 37%. Ouais. Obama fait plus 167%. Et Trump, plus 50%. Donc, il n'y a pas 50% de corrélation, entre la couleur politique du président et le fait que les marchés... ou le fonctionnement des marchés, ou la performance des marchés, ce n'est pas si évident que ça. Ce qui est plus important en fait, pour les marchés, c'est vraiment le contexte général. Clinton, il y avait eu une crise à la fin de son mandat, et au début de l'ère Bush, qui est l'éclatement de la bulle Internet, qui était une crise des marchés financiers très très forte. À la fin de l'ère Bush et au début de l'ère Obama, il y a eu la crise des subprimes. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quelle que soit la couleur du président, qu'il soit pro ou pas pro-business, en fait, il y a un environnement macroéconomique qui fait que la vie continue. Alors oui, je ne dis pas tout à fait ça, parce que certes, le contexte est très important. Donc là, en ce moment, le contexte qui prédomine, c'est la crise sanitaire. À quelle vitesse elle va passer? À quelle vitesse on va trouver un vaccin? À quelle vitesse il va se diffuser? Est-ce qu'il va être efficace ou pas? Mais les démocrates qui sont passés jusqu'à présent, ce sont des démocrates centristes. Oui. On n'a pas eu un Bernie Sanders, on n'a pas eu l'aile gauche des démocrates, ça aurait certainement été différent. En tout cas, les présidents démocrates qui sont passés sont été des présidents qui sont peut-être moins pro-business que les républicains, mais pour autant, ils ont quand même facilité la vie des marchés, il faut le dire. Quand on regarde ce graphe qu'on avait tout à l'heure à l'écran, sur la période Trump, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même, il y a une hausse de 50%, mais au prix d'une certaine volatilité quand même. Une volatilité extrêmement forte. C'est lié à la personnalité de ce président? C'est lié à la personnalité de ce président et aussi aux fondamentaux de sa politique. La personnalité, les tweets, donc ça c'est la forme, ça crée énormément de tensions, mais sur le fond, il a décidé de faire la guerre commerciale à la Chine. Et c'est la première fois dans toute l'histoire que l'on voit en fait les marchés baisser de plus de 20% sur une année, alors que l'économie va très bien. 2018, moins 20%, on le voit sur le graphe, moins 20%, alors qu'il n'y a aucun accident économique industriel. C'est sur le seul fait du lancement de la guerre commerciale de Trump vis-à-vis de la Chine. Ça va parasiter, ça crée du bruit. J'imagine donc, vous êtes, votre vocation, votre métier, c'est d'imaginer tous les scénarios. Et j'imagine que ce soit un président américain, démocrate ou républicain qu'on a dans une semaine, vous êtes capable de voir comment les marchés vont réagir. Est-ce qu'on peut faire un tiercé des secteurs qui vont bénéficier d'une présidence républicaine ou d'une présidence démocrate? Oui, s'il y a une présidence démocrate, les secteurs gagnants sont les secteurs cycliques. Toute la consommation, tout ce qui est lié au cycle économique, à la conjoncture. Il y a un plan de relance qui est extrêmement important, que n'arrive pas à faire passer Trump. Il a certes envie de le faire, mais il n'est pas suivi par sa majorité. Sa majorité veut 500 milliards, lui il aimerait faire 1800 milliards, et les démocrates parlent de 2500 milliards. Donc il y a une espèce de surenchère là. Il y a une surenchère, mais si c'est une majorité bleue la semaine prochaine et un président Biden, effectivement ça va avoir un impact vraiment
expansionniste sur le cycle économique. Et donc, il faut jouer les cycliques. Les cycliques. Il faut jouer aussi les bancaires. Et par contre, il ne faut pas jouer la tech. Donc les grands gagnants des dernières années. Pourquoi la tech? Parce qu'on dit que la tech, en fait, sont plus sensibles aux taux d'intérêt. Si les taux remontent, ils risquent de baisser mécaniquement. Et il y a un autre effet. On parle depuis longtemps des lois antitrust. Et c'est vrai que c'est un sujet quand même très important avec les Google et compagnie. Les démocrates sont plus durs sur ces sujets-là que les républicains. Donc il faut peut-être sous-pondérer, il ne faut pas être en dehors de la tech, qui est une des valeurs de croissance extraordinaires. Bien sûr, mais il faut peut-être sous-pondérer. On se souvient que quand il y avait eu la campagne, Hillary Clinton avait dit on va s'occuper des biotech, ça avait pesé sur l'ensemble du secteur de la santé aux États-Unis. Cette seule déclaration d'une candidate. Donc effectivement, ça a un impact très important. Alors sur la santé, là aussi, les républicains sont en général plus favorables au secteur de la santé que les démocrates, mais cette fois-ci, compte tenu de la crise, on voit encore l'impact du contexte, l'importance du contexte. La crise sanitaire fait que les démocrates vont laisser tranquilles les grands labos. Donc je ne pense pas qu'il y ait le même effet que lors de Hillary Clinton. Donc si on a une présidence républicaine, c'est les cycliques qu'il faut jouer en priorité. Et puis... Démocrate. Pardon. En cas de présidence démocrate, il faut jouer plutôt les cycliques et au détriment de la tech. Et Trump, c'est un peu l'inverse. D'accord. Il faut jouer la tech au détriment des cycliques. Après, sur les marchés internationaux, on peut rajouter que Trump risque de relancer sa guerre commerciale. Il n'en a pas fini avec la Chine. C'est sa personnalité. C'est sa personnalité et c'est, je pense, également, au fond, ce qu'il pense. Il pense que la Chine est responsable de destruction massive d'emplois aux États-Unis. Mais il veut lutter contre ça. C'est vrai que la méthode Trump gratte un peu, pique un peu parfois, mais il y a beaucoup de responsables économiques ou politiques qui pensent qu'il y a un problème de déséquilibre commercial avec la Chine. Alors tout le monde pense ça, je crois que les démocrates et les républicains sont persuadés, ça c'est le diagnostic, la question c'est la réponse face à ça. La réponse de Trump qui était de se lancer dans une guerre commerciale, le bras de fer avec la Chine, n'a pas porté ses fruits. Il y a des études qui montrent qu'en fait ça aurait détruit 500 000 emplois aux États-Unis pendant sa présidence, cet aspect-là. Et ça a détruit du pouvoir d'achat aussi, ça a renié le pouvoir d'achat. Il a augmenté les taxes, les barrières douanières, et finalement, c'est les Américains qui l'ont payé. Donc ça s'est fait surtout au détriment des Américains, et non pas tellement au détriment des Chinois. Jonathan, votre sentiment sur une autre question qui a agité les marchés. Il y a quelques semaines, le président Trump, un journaliste, disait qu'en cas où il ne serait pas réélu, il n'était pas sûr de quitter nécessairement le pouvoir, et donc on s'est dit qu'il risque d'y avoir une espèce de coup d'État institutionnel. Vous y croyez à ce scénario ? Non, j'y crois pas trop. Ça pourrait se produire si vraiment c'était très très serré comme à l'époque avec Al Gore, mais je ne pense pas qu'on soit sur ces niveaux-là. Je ne pense pas que ce soit le scénario qui doit nous inquiéter le plus. Ce qui m'inquiéterait plus... Qu'est-ce qui vous inquiète alors ? Ce serait plutôt en fait une sorte de cohabitation. S'il n'y a pas une majorité claire la semaine prochaine, s'il y a encore une cohabitation entre les démocrates et les républicains, les démocrates à la Chambre des représentants, les républicains au Sénat, ils vont avoir du mal à se mettre d'accord sur un plan de relance. Ils sont très très éloignés. Il y a un fossé absolument gigantesque entre les deux. Et ça risque de pénaliser en fait la présidence sur les 4 années. Et là, la machine risque de gripper parce qu'on aura effectivement des tensions politiques et on ne parlera plus d'une seule voix au niveau de la présidence et du pouvoir américain. Jonathan, c'est très clair. On va prendre quelques questions. Tout de suite... Pourquoi, nous demande Michel T, pourquoi les marchés financiers flambent-ils en dépit de la pandémie ? Alors, je ne suis pas sûr que les marchés flambent, mais c'est vrai que ça a repris des couleurs. On a l'impression qu'effectivement, ces marchés vont jusqu'au ciel. Oui, alors, les marchés n'ont pas toujours raison. Vous vous rappelez, en fait, en février, le 20 février de cette année, ils étaient au plus haut avant de chuter de 40% en un mois. Parce qu'ils se sont rendus compte que la pandémie galopait. Elle est beaucoup plus vite que ce qu'ils avaient anticipé. Donc, il y a des fois un manque d'anticipation des marchés. Là, les marchés sont sur un niveau moyen, je ne dirais pas qu'ils flambent. Ils sont tiraillés en fait entre effectivement une contraction de l'économie suite à une deuxième vague, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais en même temps, ils se projettent vers l'avant. Et les marchés anticipent sur plusieurs trimestres l'évolution de l'économie. On anticipe qu'un vaccin pourrait voir le jour.
quand? La fin de l'année, au premier trimestre, deuxième trimestre. Mais vous voyez que ça peut avoir un impact si on raisonne à 4 trimestres. Il faut intégrer ça dans nos prévisions. On est dans les anticipations. Et puis, il y a aussi toujours, je parlais des valeurs de croissance, il y a des grands gagnants sur la crise actuelle, des boîtes comme Amazon par exemple qui profitent, dont on dit que les résultats devraient être excellents sur la fin de l'année. Donc on n'a pas non plus envie de sortir complètement de ces boîtes-là. Ok, c'est très clair. Jonathan, merci d'avoir été avec nous, merci de cette lecture. Et puis on se retrouve dans un mois post-élection américaine pour faire le point. Avec plaisir.